dans l'épisode précédent. Et ainsi se termine l'Iliade. Mais pas la guerre. Donc les funérailles de Hector se passent comme elles doivent se passer et au 12e jour, les combats reprennent. Plein de gens meurent, blablabla, tout ça dont fatalement plusieurs héros de chaque camp. Achille notamment rend l'âme après avoir mené un dernier assaut. Il réussit à repousser tous les Troyens qui l'approchent, les ramenant contre les murs de Troie. Malheureusement, la prophétie s'accomplit et peu après, Hector, c'est au tour d'Achille de tomber. Achille qui tombe réellement puisque j'imagine que c'est dur de rester debout quand t'es en appui sur un pied transpercé au tendon par une flèche. Car oui, on connaît tous l'histoire du tendon d'Achille qui a donné son nom au tendon d'Achille, le seul point faible du Myrmidon. Pour le petit rappel, Thétis avait trempé son fils dans les eaux du Styx pour le rendre invulnérable, mais comme sa cheville était l'endroit par lequel elle le tenait, c'est le seul endroit où il peut être blessé. Comment meurt-on d'un ligament rompu ? Je ne sais pas, mais apparemment son décès paraît à ce point flagrant et indiscutable que personne ne prend la peine de vérifier. Le problème, c'est que la chute du grand guerrier provoque en conséquence quasi directe la mort d'un second colosse. Car si Achille n'est plus, ses armes sont toujours. Et maintenant, il faut savoir qui en héritera. 2 mecs candidatent, Ulysse et Ajax. Ils se combattent pour remporter le précieux butin. Ajax est trop fort pour qu'Ulysse le mette KO, et Ulysse est trop rusé pour qu'Ajax puisse l'attaquer. Match nul, mais on décide néanmoins de remettre la récompense à Ulysse. Alors, méditant un sale coup, il attend que la nuit tombe et sort, seul, avec le plan de tuer les soldats grecs pour se venger. Heureusement, Athéna veille sur ses protégés et le frappe de démence, puis détourne les coups vers le bétail qui se retrouve charcuté, mais alors charcuté pas proprement. Ajax sort de son état de démence et se retrouve traumatisé par le carnage qu'il a causé, effrayé par sa propre fureur. Il cesse de boire, de manger, de parler, et se suicide. Ah au fait, Paris se fait tuer d'une flèche par Philoctète. Ses frères Déiphobe et Hélénos convoitent ensuite sa veuve. C'est Déiphobe qui l'obtient. Hélène est donc un bien immobilier qu'on s'échange lorsque le propriétaire n'en a plus l'utilité. Bon, arrive un moment où la guerre, ça devient chiant. Alors les Grecs qui commencent à être blasés vénères, en même temps ils sont restés déter pendant 10 ans, ils ont le droit d'avoir un petit coup de mou, méditent à leur tour une ruse. Inspirés par une idée d'Athéna, ils construisent un cheval énorme et magnifique et font genre c'est une offrande aux dieux afin de leur garantir un retour dans chacune de leurs patries sains et saufs. Et pour cause, tous les navires ont mis les voiles derrière l'île de Ténédos, du côté inhabité et caché de Troie. C'est-à-dire qu'à part en envoyant un éclaireur spécifiquement vers les navires pour chercher précisément s'il y a des navires, on se douterait jamais qu'une armada stationnerait ici. On pourrait jurer que les Grecs ont effectivement abandonné, repère parfait. Les Troyens, sous l'impression que la guerre est enfin finie et qui sont les vainqueurs par forfait, sortent de la ville pour profiter du plein air et faire un peu de tourisme du côté de l'ex-camp grec. Ils peuvent voir de près les tentes, les tranchées, les murailles et surtout le putain de cheval immense qui n'était pas là hier. Un mec suggère que si c'est une offrande aux dieux, alors autant ne pas la laisser ici et la mener dans une citadelle de la ville, en sécurité. Mais cette proposition ne fait pas l'unanimité. D'autres préfèrent balancer la statue d'Équidé au fond de la mer ou en percer les flancs afin d'inspecter l'intérieur. Laocoon, notamment, est particulièrement hostile à l'idée de faire rentrer dans la ville quoi que ce soit qui ait un rapport de près ou de loin avec les Grecs. D'un bras vigoureux, il envoie une lance dans la croupe du cheval. Les Troyens auraient entendu un gémissement de douleur sortir de l'animal de bois si à ce moment précis, il n'y avait pas eu un groupe de pélos qui s'était ramené en poussant des grands cris de joie parce qu'ils ont un prisonnier grec, un miskin qui a été oublié par sa patrie du nom de Sinon. Il explique qu'il a été laissé ici par ses compatriotes et que « Oh là que c'est pas cool frère, oh là que c'est pas cool !» Son père, à Sinon, c'est Palamède et oh mon dieu, un flashback! Revenons au tout début de la guerre, quand les Grecs rassemblent leurs armées. Il a fallu forcer Ulysse à rejoindre l'armada parce que lui, il voulait pas. Alors Palamède a dû ruser. Et je vous avais teasé un petit quelque chose. Parole de Ulysse, moi vivant, jamais je n'irai. Jamais il ne pardonnera Palamède. Jamais. C'est maintenant. Pour se venger d'avoir été amené de force parmi les guerriers, Ulysse tendra un piège à Palamède. Il convainc Agamemnon de bouger les camps grecs juste l'espace d'une journée, parce qu'on n'a clairement pas que ça à faire quand même de déménager sans raison. Agamemnon accepte et Ulysse se rend à l'endroit où est placée en temps normal la tente de Palamède et y enterre une somme d'argent considérable. Puis il remet à un mec une lettre qu'il a écrite de toutes lettres, adressée à Palamède et signée Priam. Il fait tuer le Gus porteur de la missive de telle sorte que celle-ci est retrouvée et montrée à Agamemnon.
En gros, la lettre remercie Palamède d'avoir trahi les siens en échange d'un grand trésor. Celui-ci nie, mais quand Agamemnon découvre les richesses sous la tente du pauvre bouc émissaire, il se fait mettre à mort. Ulysse s'est vengé. Donc le Palamède là, il avait un fils, Sinon donc, qui est maintenant le dernier grec aux alentours de Troie et qui, dit-il, aurait été désigné comme sacrifice. En fait, ce qu'il explique aux Troyens, c'est que pendant des années, les navires grecs auraient tenté de remettre les voiles, mais les flots et les vagues étaient toujours trop fortes pour leur permettre de repartir. Un oracle aurait un jour dit qu'il fallait construire un cheval de bois et laisser un grec en sacrifice pour que Poséidon consente à apaiser la mer. Et c'est tombé sur Sinon. Sinon, c'est pas drôle. Priam apaise Sinon, ordonne qu'on retire ses menottes et le prend sous son aile. Malheureusement, un terrible événement vient perturber ce moment tout choupi quand Laocoon se fait attaquer. En fait, c'est un petit coup de pute de la part de Poséidon. Laocoon, c'est un prêtre de Poséidon, et celui-ci envoie 2 serpents marins attaquer ses 2 fils. Il s'y interpose pour les sauver et ils se font bouffer les 3. Comme Laocoon, c'est celui qui refusait le plus vigoureusement d'accepter le cheval au sein de la ville, on se hâte de le faire rentrer. Et on laisse désormais Virgile pour nous tourner vers Quintus de Smyrne et sa chute de Troie. Le soleil se couche sur la belle ville de Troie et ses pochetrons qui sont brindzingues et festoient et célèbrent la fin d'un cauchemar. Puis, une fois que la murge prend le dessus sur la conscience, tout le monde va se piauter. Mais un plumard reste vide, celui fraîchement acquis de Sinon. Le petit filou se faufile en haut des murailles, là où il est le plus visible, et agite une torche en l'air. C'est le signal. Les Grecs, cachés derrière l'île de Ténédos, lèvent l'ancre et rejoignent les rivages de Troie. Puis le jeune Sinon se rue à volume réduit sur le cheval massif d'où s'échappent quelques chuchotements. Parmi les voix, on distingue celle d'Ulysse qui ordonne calmement de sortir du cheval. Les Grecs à Troie intramuros mettent pied à terre et égorgent en silence les gardes les plus proches. Ils ouvrent la porte aux milliers de soldats grecs qui débarquent de l'extérieur en courant depuis les navires. Là, le carnage commence, je cite. Lorsque tous furent arrivés au mur de Troie, alors dans le délire de la guerre, ils s'élancèrent impétueusement dans la ville de Priam, plein du souffle d'Arès. Ils trouvèrent toute la ville déjà souillée des mourants ou de morts. Partout les maisons gémissantes brûlaient affreusement, et ils se réjouissaient dans leur cœur. À leur tour, ils se précipitèrent contre les Troyens avec ardeur. Parmi eux, Arès et la plaintive discorde s'élançaient. De tous côtés, un sang noir coulait à flots. La terre était inondée du meurtre des Troyens et de leurs alliés. Les uns, abattus par une mort cruelle, gisaient dans la ville au milieu du sang. Les autres tombaient sur eux, exhalant leur force. D'autres, retenant de leurs mains leurs entrailles, erraient misérablement dans leurs maisons. D'autres, les pieds coupés, rampaient parmi les morts, hurlant horriblement. D'autres, dans la poussière, voulaient combattre, mais leurs mains étaient frappées, puis leurs têtes. D'autres fuyaient, mais les lances traversant leur dos sortaient par leur poitrine, ou par leurs flancs, ou par les aines, qui sont l'endroit le plus funeste où puisse entrer le fer du dieu Arès. Cependant, la lutte n'était pas sans péril pour les Argiens. Les uns mouraient frappés d'une coupe, les autres d'une table, d'autres de tisons arrachés au foyer encore brûlant, d'autres de broches sur lesquelles restaient encore les entrailles chaudes des porcs égorgés au milieu des ardeurs du brillant Héphaïstos. D'autres, frappés par les haches et les pics aigus, rendaient le dernier souffle dans les flots de leur sang. D'autres perdaient des doigts de leurs mains en les portant à leurs épées pour se défendre de la mort. Maint autre brisa la tête et le crâne d'un ennemi en lui jetant une pierre dans la mêlée. Mais les Danaens, comme des bêtes sauvages blessées dans l'étable d'un berger, s'élançaient avec ardeur, pleins de colère dans la nuit sombre. Et animés de l'esprit d'Arès, ils combattaient autour du palais de Priam, s'excitant l'un l'autre. Là périrent beaucoup d'entre eux, car tous ceux des Troyens qui le pouvaient saisissaient dans leur maison l'épée ou la longue lance et tuaient les ennemis, tout alourdis qu'ils fussent par l'effet du vin. Alors que la ville se fait ravaler toutes les façades, le roi Priam se réfugie auprès d'un autel de Zeus. Il est trouvé par le fils d'Achille, qui s'appelle Néoptolème ou bien Pyrrhus et que nous appellerons Pyrrhus. Priam ne demande pas à être sauvé, il ne demande pas à ce que ses proches soient épargnés, il demande à Pyrrhus de le tuer tout comme son père a tué Hector. Prière exaucée, Priam décapité. Son âme torturée peut enfin s'en aller. Et après son père, c'est le tour du fils d'Hector de se faire tuer, lancé du haut d'une tour après avoir été arraché des bras d'Andromaque. Puis, la veuve se retrouve faite prisonnière et emmenée parmi tant d'autres femmes troyennes qui seront livrées en esclaves. Aîné, le fils d'Aphrodite, voit l'état dans lequel la ville est rendue et après avoir vaillamment défendu ce qui pouvait l'être, il se rend compte que s'il reste, il mourra ici. Dans un mouvement de survie de l'espèce et non de survie de l'individu, il s'échappe de la ville en emmenant avec lui un max de citoyens. Il permet ainsi de lutter contre l'extinction totale du peuple de Troie. Dans le palais, Déiphobe se fait tuer par Ménélas.
Il trouve dans le lit de Déiphobe leur ex-femme commune, Hélène, et il l'aurait tuée si Aphrodite n'était pas intervenue. Elle refait tomber Ménélas sous le charme de sa femme. Il reste immobile, l'épée stoppée dans son mouvement. Agamemnon débarque à ce moment-là et lui dit de se calmer immédiatement et d'arrêter de faire le fou. Ainsi est épargnée la belle Hélène. Mais s'il y en a un qui n'épargne pas sa proie, c'est Ajax le Petit. Lui, il a trouvé Cassandre dans un temple d'Athéna, et malgré les supplications de la belle princesse, il lui fait subir des sévices dont je ne parlerai pas, pour heurter la sensibilité de personne. Oh, puis qu'est-ce que je raconte? Il la viole comme on viole une femme d'un peuple qu'on est en train d'exterminer et qui finira de toute façon esclave pour l'un des chefs vainqueurs. D'ailleurs, elle finira par accompagner Agamemnon. Ménélas, quant à lui, repart avec Hélène, Ulysse avec l'ex-reine Écube, et Pyrrhus, le fils d'Achille, prend Andromaque, la veuve d'Hector. Une fois la ville saccagée à feu et à sang, les Grecs fêtent. Leur chant s'élevait dans le ciel, comme le cri des geais, quand un beau jour paraît dans les airs calmes après un hiver cruel. Ainsi ils se réjouissaient jusqu'au fond du cœur près de leur navire, et dans le ciel se réjouissaient aussi les dieux qui avaient favorisé les Argiens belliqueux. Les autres, au contraire, ceux qui avaient secouru les Troyens, s'irritaient en voyant brûler la ville de Priam. Mais soumis aux lois du destin, ils ne pouvaient la défendre malgré leurs désirs. Le fils de Cronos lui-même ne peut rien contre le destin, cependant il est supérieur à tous les dieux, et c'est grâce à lui que toutes les choses existent. Les Argiens brûlaient sur des branches les cuisses des bœufs, et entourant les autels, ils versaient des libations de vin sur les victimes fumantes, rendant grâce aux dieux pour la grande œuvre qu'ils avaient achevée. Dans un joyeux festin, ils rendaient honneur à tous les guerriers que le cheval de bois avait renfermés. Hélène, au cours de la soirée, implore le pardon de Ménélas en disant qu'elle n'est pas partie avec Paris de son plein gré, mais qu'elle a cédé à la violence. Ça fonctionne. Après une bonne soirée de beuverie, oserais-je dire une grosse nuit en l'honneur de Dionysos, les Grecs décident qu'il est temps de rentrer à la maison. Sauf que la mer est trop houleuse, impossible de repartir. C'est là que Achille apparaît à son fils. Il reproche aux Grecs de l'avoir oublié et de ne pas honorer sa mémoire. Il veut que Polyxène, l'une des filles de Priam, soit immolée sur son tombeau. Alors Pyrrhus se hâte de faire venir la demoiselle et lui enfonce son dans la... Mais non bordel, vous avez l'esprit trop tordu, son épée dans la gorge. Achille apaisé, Poséidon permet à la mer de se calmer et les Grecs se repréparent à partir sans tarder. Malheureusement, le voyage retour ne se fera pas sans embrouille, car Athéna est courroucée. L'horreur qu'a osé faire Ajax le Petit à Cassandre dans son temple lui reste en travers de la gorge. Il est hors de question que cet affront reste impardonné. Et on a pu le voir, Athéna, quand elle décide que tu vas douiller sévère. Mais la suite de l'histoire, ce sera pour l'Odyssée. Voilà, c'est fini pour cet épisode. Merci à vous d'avoir été présents pour toute cette série sur la guerre de Troie. C'était très long et ça vous a fait plaisir de ce que vous m'avez dit, donc c'est super, ça me fait plaisir également. N'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui sont sur YouTube, pour ceux qui sont sur Spotify et pour tous les autres. YouTube, lâchez-moi un petit like et un commentaire, ça fait toujours plaisir. Sur ce, prenez soin de vous et à la prochaine. C'était Margot pour vous divertir. Ciao!